Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. John Ronald Reuel Tolkien, 1892-1973. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre vous invite à explorer une forêt maudite, une mine d'or abandonnée, une contrée bosselée de collines verdoyantes et de ruisseaux chantants, bref, un continent fantastique peuplé de héros guerriers, de monstres éructants et d'aventuriers du dimanche. Un monde imaginaire dont les soubassements se trouvent cependant dans notre étrange réalité, celle des cités industrielles et des vénérables colleges anglais, celle du fracas terrible des tranchées et des horreurs de la guerre de 40, celle de l'amour immortel qu'un homme voue à une femme et à leurs 4 enfants. Bienvenue dans l'existence et les légendes forgées par John Ronald Reuel Tolkien, ce linguiste devenu poète et romancier, ce fils d'Ilúvatar qui fait encore des siennes au cinéma et sur France Culture jusqu'à 17h. Tolkien, un documentaire de Lydia Ben-Itzrak et Marie-Laure Ciboulet. John Ronald Reuel Tolkien, ou La féerie du verbe. Pour dire bonjour en elfique, on peut utiliser la phrase Ellen silla lumen nomen tielvo, qui signifie une étoile brille sur l'heure de notre rencontre. Il y a différentes approches de l'intérêt pour l'œuvre de Tolkien. On a les communautés qui sont plutôt dans un point de vue strictement ludique sur le costume, sur l'appropriation de l'œuvre par le costume, par l'imitation et la recherche de la façon de vivre des elfes, des hobbits, des hommes de Gondor ou des hommes de Rohan. On a les linguistes qui s'intéressent plus spécifiquement à l'étude des langues elfiques ou des langues inventées par Tolkien. On a ceux qui sont plutôt sur le côté jeu de rôle. Et puis en fait, finalement, ces 3 communautés se mélangent parce qu'il y a aussi l'étude universitaire. Les interactions font que ceux qui sont en costume s'intéressent au côté universitaire. Les universitaires s'interrogent sur le costume. Les admirateurs des films se découvrent qu'il y a des livres. Et les admirateurs des livres découvrent qu'il y a eu des films. Finalement, les communautés qui s'intéressent à Tolkien sont un peu comme un arbre avec plein de branches, plein de feuilles. Et chacun apporte sa petite feuille à la présentation finale du bel arbre tolkienien. Certains lecteurs de Tolkien connaissent chaque brin d'herbe de la Terre du Milieu. C'était vraiment la caractéristique de Tolkien, pendant très longtemps au moins, de s'attacher aux détails, de rendre dans le dernier détail les choses extrêmement précises. Alors, je sais pas, si on veut prendre un exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, quand il est question de la Lune à une page et 150 pages plus loin il est question de la Lune, il avait calculé les phases de la Lune pour être sûr que si jamais il y avait un premier quartier là, il y avait bien une pleine Lune de l'autre côté, si vous voulez. Donc le souci du détail, il est vraiment là. Tolkien, parce que Le Seigneur des Anneaux contient tous les genres littéraires, de la poésie, un versant épique, un versant chevaleresque, des moments de rêve, d'attente, de description littéraire, de dialogue philosophique, de scènes comiques, mais également des archives, de fausses archives hobbit, elfiques. Le Seigneur des Anneaux était difficile à classer pour les critiques français et les libraires français également. Est-ce qu'on le met en littérature de jeunesse? Est-ce qu'on le met en science-fiction? Le terme de fantasy n'était pas très connu avant, on va dire, Harry Potter et Game of Thrones. Donc c'est une véritable difficulté qui explique également les malentendus qui entourent encore son œuvre. Mais c'était le choix de Tolkien, à la fois s'inscrire dans une tradition médiévale, rendre hommage à des créateurs du 19e siècle comme William Morris, qui a été un passeur absolument fondamental pour Tolkien, parce qu'il a publié en anglais au 19e siècle des adaptations de sagas nordiques. Et quelques-uns des premiers textes de jeunesse de Tolkien étaient des réécritures de William Morris, qui elles-mêmes sont des réécritures de la littérature médiévale islandaise, avant que Tolkien remonte aux sources de la littérature nordique. Voilà. Donc Tolkien est un auteur volontairement singulier, qu'on a du mal à ranger dans le canon, qui a été un point de départ à la fois pour l'invention des jeux de rôle, pour des illustrations. C'est le grand-père de Harry Potter, très clairement. Chip the glasses and crack the plates, blunt the knives and bend the forks. That's what Bilbo Baggins hates. Smash the bottles and burn the corks. Tolkien chante une chanson hobbit. Cut the cloth and tread on the fat. Pour the milk on the pantry floor. Leave the bones on the bedroom mat. Splash the wine on every door.
Dump the clocks in a boiling bowl, pound them up with a thumping pole, and when you've finished your penny a hole, set them down. Pour Tolkien, créer un univers monumental ne suffisait pas. Il fallait aussi lui inventer une géographie tout entière avec ses cartes, ses noms de lieux rattachés à une histoire millénaire, à une cosmogonie détaillée, chacun des peuples de la Terre du Milieu possédant ses propres traditions, ses langues, ses chants et ses légendes. Si les trilogies cinématographiques ne peuvent rendre toute la complexité de l'œuvre de Tolkien dans sa portée esthétique, philosophique, initiatique et spirituelle, elles ont eu le mérite de relancer des millions de lecteurs dans son imaginaire poétique, sur les sentiers des elfes et les routes perdues des hobbits, sur les pistes des géants de pierre sous la menace des orques, des dragons et des vieilles forêts, pour remonter aux sources de la légende du pays féerique. Tolkien disait que pour lui, le nom du personnage venait en premier, c'était à partir de ce nom qu'il pouvait lui imaginer une histoire. Damien Bador. Il expliquait aussi, de manière plus ou moins humoristique, sait-on jamais, que pour lui, Le Seigneur des Anneaux avait simplement été un roman qu'il avait écrit pour le simple plaisir d'avoir un personnage pouvant justement dire « Ellen sila lumen omen tielvo » en guise de salutation. Et alors il appelle ce goût pour les langues inventées un vice secret. C'est le nom qu'il lui donne dans une de ses conférences, effectivement. Et c'est vrai qu'il a commencé à composer des langues inventées extrêmement jeune, initié grâce à 2 de ses cousines qui, comme beaucoup d'enfants, avaient la passion d'inventer des noms à elles pour les objets de leur vie quotidienne. Et par la suite, il a poursuivi cette invention et il s'est mis à inventer ses propres langues de plus en plus sophistiquées à mesure que ses connaissances en grammaire, puisque Tolkien était un médiéviste et linguiste, un spécialiste des langues germaniques anciennes, l'anglo-saxon, le vieux norrois, le vieux haut-allemand, etc. Des langues de plus en plus sophistiquées qui reflétaient son goût pour les sonorités qu'il appréciait, pour les mécanismes grammaticaux qui lui paraissaient intéressants. Isabelle Pantin, pour Tolkien, en fait, il était absurde d'aller chercher la vérité d'une œuvre dans la biographie de son auteur. Et pourtant, dans son cas, on peut dire qu'il y a eu vraiment une interaction très forte entre sa vie et son œuvre. Il est né en Afrique du Sud, même s'il n'y est pas resté très longtemps. Oui, il est né en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle, son père travaillant dans une banque. Il y est resté jusqu'à l'âge de 3 ans et il est parti donc avec sa mère et son jeune frère pour un voyage en Angleterre pour voir la famille. Et puis le père de Tolkien est mort pendant ce temps-là et la mère de Tolkien s'est installée en Angleterre dans une région encore rurale près de Birmingham. Et à partir de ce moment, l'ancrage de Tolkien en Angleterre a été définitif. Cette enfance rurale dans une Angleterre qui restera pour lui une sorte d'idéal. Et puis ensuite le départ pour Birmingham, ville grise, industrialisée, le temps de ses études secondaires. Il perd sa mère très tôt, ce qui est un grand déchirement. Sa mère qui s'était convertie au catholicisme, acceptant pour cela de se brouiller plus ou moins avec sa famille et sa belle famille. Et Tolkien donc va être un boursier brillant et aussi déjà très original, cherchant à explorer des domaines excédant la formation classique. Déjà, tout enfant, il inventait des langues et se dessine un goût très vif pour la littérature et les langues du Nord ancien, le vieil anglais, l'islandais. Donc, goût que Tolkien satisfait, fouillant dans des grammaires et apprenant comme il peut. Et au terme de cette formation secondaire, donc il aura une bourse pour Oxford, commencera des études classiques, bifurquera sur les études d'anglais
Tolkien, il faut l'imaginer comme quelqu'un qui avait une vie sociale très importante. Vincent Ferré. Il était capitaine de l'équipe de rugby, président de toutes les associations possibles et imaginables, qui a fait les 400 coups comme étudiant à Oxford, a monté sur les toits, qui est un sport là-bas, a volé un bus un jour pour épater ses copains. Enfin, c'était quelqu'un de très charismatique. Il était doué pour le théâtre, il était doué pour le dessin, c'est quelqu'un vraiment qui avait une personnalité publique et une aura. Et il passait plein de temps dans les pubs avec ses amis. Tolkien termine ses études en 1915. D'abord, il se marie avec une jeune fille qu'il avait vraiment voulu épouser. Oui, c'est très joli son histoire d'amour d'ailleurs. Très belle histoire. Donc, ensuite, il ira en 1916 sur le front en France, au moment de la bataille de la Somme, où il aura cette expérience tout à fait traumatisante du no man's land, des champs de bataille, des tranchées. Heureusement pour lui, il n'y restera pas longtemps parce qu'il est saisi de la fièvre des tranchées, revient en Angleterre où il va aller d'hôpital en hôpital et en casernement. Et c'est pendant cette période-là qu'il commence à donner véritablement une forme au début de ses légendes. Et par la suite, il va faire une carrière brillante d'universitaire, principalement à Oxford, et fonder une famille avec plusieurs enfants, et mener parallèlement, si on peut dire, mais aussi avec beaucoup d'interférences, une vie d'universitaire, spécialiste d'anglais, de vieil anglais et de langue scandinave, carrière qu'il prend tout à fait au sérieux et à ses moments perdus, donc développe ses écritures comme une sorte d'écrivain du dimanche, qui écrit pour lui, qui compose progressivement un immense légendaire, commençant aux origines de l'univers pour s'avancer progressivement vers les temps historiques. Et puis, presque accidentellement, à partir de 1937, il devient un auteur publié parce que une amie travaillant près des milieux de l'édition, donc a connaissance de son manuscrit du Hobbit, qu'il avait écrit pour ses enfants, le fait éditer. Le succès est considérable et l'éditeur donc commande à Tolkien un nouveau roman et il a pour la première fois cette expérience d'écrire délibérément pour un large public. Jean-Rodolphe Turlin, on va quand même évoquer cette particularité justement des clubs littéraires à l'anglaise, puisqu'il y avait une amitié et une rivalité littéraire amicale avec C.S. Lewis. Oui, effectivement, Tolkien, C.S. Lewis et quelques autres auteurs anglais faisaient partie d'un groupe d'amis qui était non officiel. C'était un groupe qui se réunissait à la fois chez C.S. Lewis et à la fois dans des pubs anglais d'Oxford. Et c'était plutôt convivial. Et oui, il y avait une rivalité amicale dans le sens où chacun amenait ses textes et les lisait en public et s'ouvrait à la critique des autres, ce qui amenait à une sorte d'émulation réciproque qui poussait les uns et les autres à aller encore plus loin dans la perfection de leurs écrits. Tolkien était aussi un père fascinant. Pour avoir co-traduit sa correspondance avec Delphine Martin, j'ai été saisi, et pourtant on sait que les lettres les plus personnelles n'ont pas été publiées par pudeur, mais on voit dans sa correspondance l'amour qu'il porte à ses 4 enfants. C'est absolument saisissant, et on sait que comme écrivain et comme père, il lui arrivait souvent d'inventer des histoires pour faire plaisir à ses enfants ou pour les consoler. L'un des exemples les plus célèbres est celui de Rover Random, qui est un récit inventé pour consoler son fils Michael, qui avait perdu un jouet sur une plage. Eh bien, il a inventé l'histoire d'un petit chien qui se transforme en jouet, qui va sur la Lune pour consoler son fils Michael. Et c'est devenu Rover Random. De même que chaque année, il a écrit des lettres soi-disant venues du pôle Nord, écrites par le Père Noël ou par l'ours du pôle Nord, et qui racontent les aventures du pôle Nord, les gobelins, la fabrication des jouets. L'histoire de Tom Bombadil, du point de vue extérieur, elle est très intéressante parce qu'elle est un petit peu symptomatique de la façon dont Tolkien travaillait. À l'origine, c'était une poupée, Tom Bombadil, une poupée d'un de ses enfants qui a été perdue. Et donc Tolkien a écrit, pour consoler le fils qui a perdu cette poupée,
il a écrit un poème en hommage à Tom Bombadil, comme il le faisait parfois avec d'autres poupées qui ont donné d'autres contes. Finalement, Tom Bombadil a été rajouté en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, et avec toute cette part de mystère qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il fait partie du Seigneur des Anneaux et en même temps il n'en fait pas partie. Voilà, c'est assez étrange. C'est un personnage très attachant, un petit peu détaché de ce qui l'entoure, et finalement, de mon point de vue en tout cas, il symbolise les mystères de la Terre du Milieu. C'est un esprit proche de la forêt, de la vieille forêt, qui ne se préoccupe pas des affaires du monde, qui se préoccupe de ses propres affaires, mais il vient en aide aux hobbits qui ont commencé leur quête de façon tout à fait détachée et désintéressée. Et ce personnage dont on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est un ange, si c'est un esprit, il est vraiment, pour moi, le symbole de la Terre du Milieu. Et on lui a commandé une suite du Hobbit et il va s'apercevoir qu'il est incapable de développer ce roman sans l'élargir considérablement, et alors se fait la jonction entre tout l'imaginaire de son légendaire et son travail romanesque proprement dit. À cela s'ajoute que toute la composition du Seigneur des Anneaux, donc qui est le nouveau roman, se fait pendant les préliminaires de la guerre de 40, puis toute la guerre de 40, et le livre paraît, je crois, en 1954. Et donc, c'est aussi tout le long processus du retour à la paix, difficile, la reconstruction de l'Europe, qui sert d'arrière-plan à cette composition. Et après, bien sûr, Tolkien devient un grand auteur avec beaucoup de lecteurs, de très nombreux correspondants. Ça, c'est tout à fait une autre vie à laquelle il s'adapte tout en restant fidèle à lui-même. Et il consacre les dernières années de sa vie principalement à revenir sur les légendes composées tout au long de sa vie pour les recueillir dans un ensemble publiable. Et meurt avant d'y être parvenu, mais son fils, finalement, prendra à tâche, Christopher Tolkien, de publier tous ces textes restés épars. Christopher Tolkien s'est attelé à cette œuvre considérable de mise en forme des archives de son père. Donc il avait des dizaines de cartons à déchiffrer qui manifestement n'étaient pas vraiment dans un ordre, n'étaient pas très ordonnés. C'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours laissé guider par sa conviction intérieure et par ses goûts esthétiques très sûrs. C'était à la fois son œuvre de fiction pour lui-même et son œuvre poétique pour lui-même, pour ses amis proches, C.S. Lewis, les Inklings, donc les amis d'Oxford, et également son fils Christopher, donc son plus jeune fils, le troisième de ses 4 enfants, né en 1924 et à qui Tolkien a dédié Le Seigneur des Anneaux, qui a participé à la fabrication du volume, en dessinant les cartes, en particulier en étant l'interlocuteur privilégié de son père, et à sa mort, Tolkien l'a désigné comme exécuteur littéraire, et Christopher Tolkien a effectivement décidé de publier les textes, alors d'abord sous une forme condensée, le Silmarillion, pour donner un aperçu du passé de la Terre du Milieu, le décor du Seigneur des Anneaux, et puis au fur et à mesure du temps, il a affiné sa méthode de présentation, et il en est venu à publier cet immense corpus de 12 volumes, où les textes de Tolkien sont présentés dans leur état d'achèvement ou d'inachèvement au fil du temps et de réécriture permanente. Il faut bien imaginer que quand Tolkien est mort en 73, en fait, on n'avait presque aucune idée de ce qu'il avait écrit à part Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Il faut vraiment imaginer qu'on avait un arbre qui cachait la forêt. Il avait publié Le Hobbit en 1937, succès, Le Seigneur des Anneaux en 54-55, succès relatif, puis très grand succès dans les années 60, et puis quelques nouvelles comme Feuille de Nigel, qui est une nouvelle extraordinaire, ou des textes qui n'ont pas été réédités depuis, comme le lait d'Outro et Itrun, mais on n'avait aucune idée de la montagne ou de la forêt de textes qui était derrière. Et Christopher Tolkien, depuis une quarantaine d'années, depuis le milieu des années 70, édite l'œuvre de son père suivant ce qui lui semble être la priorité. Donc d'abord le Silmarillion pour donner accès au passé de l'histoire de la Terre du Milieu, puis plus récemment les textes comme la traduction et les commentaires autour de Beowulf, mais également des textes qui ont été des coups de théâtre pour nous, lecteurs de Tolkien, comme ces réécritures du récit arthurien. La chute d'Arthur, c'est un poème absolument magnifique, très sombre, qui réécrit l'histoire arthurienne. Ou alors un des textes que je préfère, la légende de Sigurd et Gudrun, qui est une réécriture des mythes islandais qui ont donné également naissance à toute la tradition germanique adaptée par Wagner
sous forme d'opéra. Et on voit que Tolkien est remonté aux sources, parce que lui lisait couramment le texte source, et il a voulu de sa manière faire contrepoids dans les années 30 à la récupération de Wagner par le nazisme, à la récupération de cet imaginaire nordique, parce qu'il était profondément scandalisé de voir que un mouvement politique extrémiste dans les années 20, puis un régime totalitaire, utilisait ce qui pour lui était un bien commun à tous les hommes, à des fins de justification et légitimation politique. Ça le scandalisait. Il en a fait 2 poèmes, et il les a rangés dans un tiroir. Et c'est le côté un petit peu très émouvant, je trouve, de Tolkien, de travailler en ayant la conviction qu'ils font quelque chose pour le bien commun, mais en ayant l'impression que ça n'est jamais suffisamment bien pour être publié, et donc il recommence jusqu'à trouver une forme qui leur convienne. Chansons étaient joyeuses chez le roi Gjiuki. Banquet fut préparé, prisé par Jean de Loin. Là, Sigurd, couvert d'or, de gloire rayonnant, but à Gudrun, comblé, boisson de fiançailles. Aurore fut allègre, tomba soir de gaieté. Mains expertes pincèrent les cordes de la harpe. Bière, hydromel à flot, hommes étaient en liesse, proclamant les louanges de rois sans nul pareil. La légende de Sigurd et Gudrun. Tolkien avait une très grande ambition littéraire. Isabelle Pantin. Puisqu'il l'a exprimé parfois en disant qu'il avait eu le projet de rendre à l'Angleterre la mythologie qu'elle n'avait pas eue ou qu'elle avait perdue des suites de son histoire difficile. Hein. Il se sentait par sa proximité avec l'imaginaire de la langue de l'ancienne Angleterre, particulièrement capable d'accéder à ce que l'on pourrait appeler une forme de mémoire mythologique, qu'il pourrait revivifier au présent. Mais je dirais que c'est une création qui n'était pas canalisée par des règles extérieures. Alors ça a été une calamité d'une certaine manière, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où Tolkien a eu un but et quand même un éditeur exigeant à satisfaire, finalement ça a été une bénédiction, parce qu'il a pu faire sortir et amener dans sa forme parfaite un très grand roman, mais ça a été aussi la condition de cette création continuée qui a été la sienne et qui peut paraître à la fois une sorte de grand désordre de papier, avec des textes dans tous les sens, entre lesquels il est extrêmement difficile de trouver la version que l'on doit conserver, tâche insurmontable qu'a malgré tout réussi à surmonter son fils. Et en même temps, cela lui a donné, je pense, cet élan créateur qui fait qu'un ensemble qui peut paraître hétérogène et dispersé, malgré tout possède une unité indiscutable. Ces vers évoquent plus l'architecture que la musique. Je crois qu'il existe un parallèle entre ce fait fondamental de l'expression poétique et la structure de Beowulf. Beowulf est en effet le poème vieil anglais le plus réussi parce que ses composantes, langue, maître, thème, structure, sont toutes pratiquement en harmonie les unes avec les autres. La langue et le vers, différents de la pierre, du bois ou de la peinture, bien sûr, ne peuvent être lus ou entendus que dans une séquence temporelle, de telle sorte que dans tout poème traitant de personnages et d'événements doit figurer un élément narratif. Néanmoins, nous avons dans Beowulf une méthode et une structure qui, dans les limites du genre poétique, se rapprochent plutôt de la sculpture ou de la peinture. C'est une composition et non une mélodie. Tolkien, Les monstres et les critiques et autres essais. On parle souvent du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il faut savoir que Tolkien est peut-être avant tout poète et illustrateur. Vincent Ferré. Le jeune Tolkien passait beaucoup de temps à faire des aquarelles ou des dessins. Et il a d'abord soumis à un éditeur un recueil de poésie. Et on en trouve des traces dans Le Seigneur des Anneaux, où il y a une 50aine de poèmes et de chansons absolument fondamentaux. Et Daniel Lauzon, dans sa retraduction du Hobbit puis du Seigneur des Anneaux, a accordé une importance particulière
au rythme et aux contraintes poétiques, que ce soit la chanson du bain des hobbits qui sont contents à la fin de leur première partie de voyage et qui se délassent en chantant et en faisant un peu les fous, ou la chanson plus héroïque qui renvoie à un arrière-plan historique dans Le Seigneur des Anneaux. Donc Tolkien est peut-être avant tout un poète. Il a également composé des poèmes autour de Tom Bombadil, avant que Tom Bombadil devienne un personnage de fiction dans Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a une sorte de citation interne dans l'œuvre de Tolkien qui tout de suite nous évoque l'image des grands cycles médiévaux. De même que l'entrelacement et la trace des techniques médiévales au niveau interne du récit, au niveau externe, il y a des phénomènes d'écho et c'est vraiment pensé comme tel. Donc il y a l'idée chez Tolkien de créer un monde, de créer un livre-monde avec Le Seigneur des Anneaux, mais également de créer une œuvre-monde ronde, cyclique, qui fasse un petit peu aussi le tour des genres littéraires, puisqu'on a des poèmes, un récit d'aventure chevaleresque, un versant épique, des moments de rêve, d'onirisme très forts, sont presque les moments que je préfère dans Le Seigneur des Anneaux. On est chez Tom Bombadil, on ouvre la fenêtre et on regarde la pluie tomber. Ça, c'est extraordinaire. Ou alors les passages en Laurienne d'évocation de la nature et où les personnages se sentent une partie d'un tout et en pleine harmonie avec les choses qui poussent, comme dit Tolkien, growing things, les choses qui poussent et qui vivent, les êtres vivants. Jean-Rodolphe Turlin, dans l'ensemble de l'œuvre de Tolkien, la dimension du végétal occupe un rôle de premier plan. On a vraiment des scènes avec des racines d'arbres, des forêts plus ou moins jeunes, des zones de désolation. Il y a une sorte de profusion vraiment et du rapport à la nature qui est assez frappant. En effet, le végétal a une grande importance dans l'œuvre de Tolkien. D'abord parce que c'était un amoureux des arbres, et puis parce qu'il a toujours eu ce rapport à la nature qui vient de l'enfance, une époque où il était enfant dans la campagne anglaise de la banlieue de Birmingham, qui à l'époque était très verdoyante et pas encore industrialisée. Et il était aussi quelqu'un qui se méfiait d'une modernité dévorante qui mettait en péril la nature. Et donc sa représentation de la nature vise aussi à montrer une forme de défense du végétal face à la machine. Une des fascinations exercées par l'œuvre de Tolkien tient dans ces fameuses cartes, puisqu'il propose une cartographie pour dessiner ces géographies évolutives. Et certains disent même que c'est finalement le personnage principal de son œuvre. Ça pourrait être un personnage de l'œuvre, effectivement. Les cartes, au départ, Tolkien les a dessinées pour s'accompagner, lui, dans sa narration. Quand il a commencé à jeter les premiers mots du futur roman Bilbo le Hobbit, il a dessiné presque simultanément la première ébauche de la carte de Thror, qui est donc la carte des nains qui mène au trésor du dragon dans la montagne solitaire. Et il a fait de même pour la plupart de ses écrits. Donc c'est vraiment très intéressant parce que la cartographie tolkienienne, finalement, avec son évolution, elle devient à la fois un outil pour le lecteur, mais aussi, par une espèce de mise en abîme, elle devient aussi un personnage du livre, puisque dans plusieurs parties du Seigneur des Anneaux, notamment, les personnages consultent les cartes qui sont un artefact dans le livre. Donc c'est vraiment intéressant, ce rapport à la carte. Les cartes tolkieniennes sont passionnantes parce qu'elles sont très précises, elles ont une forme un petit peu archaïque qui les rend tout à fait attachantes, et en même temps elles sont pleines d'incertitudes, pleines de blanc, qui stimulent l'imagination et qui poussent à une forme d'exploration pour le lecteur. Jean-Rodolphe Turlin, vous nous proposez dans votre ouvrage des cartes et des dessins également que vous avez produits. On va partir en balade. Qu'est-ce que vous nous proposez comme excursion imaginaire dans un premier temps ? Les balades de mon livre sont certes des balades imaginaires, mais j'invite le lecteur à se promener comme si on était dans un territoire qui existe vraiment. Donc c'est intéressant parce que le territoire, évidemment, est un territoire fictif. C'est la comté des Hobbits. Mais ces descriptions sont éparpillées dans plusieurs textes. Et donc les réunir en une seule promenade et donner l'apparence de la réalité à ces promenades, c'est un petit peu rendre hommage à Tolkien qui, dans sa conception du conte merveilleux, tenait beaucoup à la vraisemblance. Et donc je me suis efforcé de rendre ces promenades vraisemblantes. Donc je me suis servi de la toponymie que Tolkien a utilisée pour le pays des Hobbits, je me suis servi des indications géographiques, de la botanique, de quelques éléments de la société Hobbit qui nous éclairent un petit peu sur la façon dont les Hobbits vivaient dans le comté.
La promenade dans la vallée de l'eau est celle qui va vraiment au cœur du pays des Hobbits. On est là dans le comté, dans ce qu'il y a de plus verdoyant et de plus proche finalement de la campagne du West Midlands, notamment les collines des Coast Falls, qui se trouvent un peu dans un triangle entre Bristol, Birmingham et Oxford. C'est vraiment le pays auquel Tolkien était le plus attaché. Et beaucoup de détails de ce cœur de comté nous rapprochent très fortement des Coast Falls et des West Midlands. Et donc, quelle est la végétation dans cette région ? C'est une campagne verdoyante, climat tempéré, beaucoup de pluie, beaucoup d'ondoiements de la terre, donc on est vraiment sur un pays de collines. Le sous-sol est en craie, donc on a des affleurements par endroits de la craie, ce qui rajoute des couleurs pâles qui se composent bien avec les différents tons de vert. Et puis on a de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà, des petites rivières, des petits étangs, des marécages bien sûr, puisque c'est une terre très humide. Donc tous ces éléments-là, on les retrouve dans le pays des Hobbits. Juste à temps, il tourna les talons et se rua dans le passage par lequel il était venu, longeant la paroi qu'il tâtait de la main gauche. « Qu'est-ce que ça a dans les poches ?» entendait-il siffler fortement derrière lui. Et en même temps, s'éleva le floc de Gollum sautant de sa barque. « Qu'ai-je ? Je me le demande, » se dit-il pantelant et trébuchant. Il fourra la main gauche dans sa poche. L'anneau lui parut très froid, comme il se glissait doucement à son index tâtonnant. Le sifflement était juste derrière lui. Après des détours vers le nord, un petit peu vers le sud, où on a des paysages complètement différents. Le sud a des caractéristiques assez étonnantes qui nous ramènent plutôt vers des terres chaudes où on cultive l'herbe à pipe, c'est-à-dire une sorte de tabac dont les hobbits sont très friands, et du vin, enfin des vignes. On est donc là sur des productions qui ne sont pas forcément fréquentes en Angleterre, mais qu'on peut trouver dans des endroits exposés au soleil. J'ai noté notamment dans mes petites recherches que du côté de Bristol, dans la vallée de l'Avon et de la Severn, qui sont des rivières des West Midlands, sur les coteaux ensoleillés, au XVIIe, XVIIIe siècle, on cultivait du tabac. Et puis pour le vin, donc voilà, des productions de vin évoquées par Tolkien, notamment un vin très corsé du Sud qu'on retrouve dans les caves de Bilbo. C'est le Vieux Clos, un vin corsé du Sud, pour reprendre la citation de Tolkien. Le Vieux Clos qui devient, dans la nouvelle traduction, le Vieux Vignoble, et qui montre que les Hobbits produisent aussi du vin. Et puis plus à l'est, donc, quand on passe la rivière, la grande rivière Brandevin, qui marque la frontière, on arrive dans le pays de Bouc, qui est un pays assez étonnant, un petit peu à part quand on considère le reste du comté. C'est un pays qui a été colonisé par une partie des Hobbits qui vivaient à l'est du comté, et qui est devenu en quelque sorte indépendant. C'est une société de colons, de conquérants, qui ont installé leur territoire sur les franges de la vieille forêt, qui est une forêt mystérieuse, une forêt vivante, en quelque sorte, et qui est hostile aux Hobbits, parce que les Hobbits coupent des arbres pour vivre. Le mythe de la forêt inquiétante, on le retrouve partout, mais Tolkien le magnifie en le rendant encore plus inquiétant, puisque le lecteur, finalement, évolue dans le roman avec le point de vue des Hobbits. Et les Hobbits ont peur de la forêt. Courageusement, Frodo, Sam et Pippin, guidés par Merry, rentrent dans la forêt parce qu'ils sont en fait poursuivis par une peur encore plus grande, c'est-à-dire celle des cavaliers noirs. Et donc ils préfèrent affronter l'angoisse de la forêt plutôt que de tomber entre les mains des cavaliers noirs, ce qui est très sage. Sauf que la forêt, la vieille forêt, le mystère dont elle est imprégnée revêt des menaces bien réelles, puisqu'au cœur de la forêt se trouve une entité assez mystérieuse qu'on appelle le vieil homme saule, qui commande finalement à la forêt, qui est un esprit habitant un arbre, et qui finalement tend un piège aux 4 hobbits qui ont osé pénétrer dans ces sentiers. Feuille de Nigel est un conte où un artiste veut peindre une feuille qui devient ensuite un arbre, puis une forêt qui passe à la réalité, et on voit que la végétation devient exponentielle. Jean-Rodolphe Turlin. Alors effectivement, il a utilisé là plutôt la végétation comme une image de ses propres préoccupations par rapport à sa propre œuvre, puisque Tolkien était un perfectionniste. Il avait envie, quand il commençait quelque chose, d'aller vraiment au bout, et comme tout perfectionniste, il finit par aller trop loin dans la perfection. Et l'image de cet arbre dans Feuille de Nigel, c'est un peu l'image de son travail, quelque part un travail
pour lequel il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, puisque ça n'arrête pas de se développer. Nigel, celui qui pinaille, celui qui considère que son travail n'est jamais achevé, qu'il faut toujours le poursuivre. Il y a encore de l'autodérision de la part de Tolkien. Et donc c'est une réflexion aussi sur le tout et la partie, sur l'arbre et la feuille, qui est une figure vraiment fondamentale dans la pensée de Tolkien. C'est la forêt des textes, la feuille du livre, le lien entre les feuilles et les racines littéraires et linguistiques. Niel, sonner, chanter, produire un son mélodieux. En quenya, niello, chanteur, niellé, cloche. En télérine, fallinel, pluriel fallinelli, désigne le peuple des Téléris. En oldorine, nel, cloche, nella, son de cloche, nelladel, sonnerie de cloche. En quenya, solonieldi égale téléri, voir la racine sol. Forme télérine, soloneldi. L'univers tolkienien, j'y suis tombé très jeune, quand j'avais 6 ou 7 ans seulement. Damien Bador. Mes parents m'avaient donné Le Hobbit comme un livre que je pourrais apprécier. Ils avaient parfaitement raison. Et ensuite, en lisant Le Seigneur des Anneaux, j'avais vu justement les runes sur la tombe de Balin, les inscriptions sur la porte de la Moria, et j'avais trouvé ça absolument fascinant. C'était des rébus très amusants à essayer de déchiffrer quand on est enfant. Et par la suite, j'avais découvert qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres choses en plus. Et j'avais voulu m'y intéresser. Je croyais au début naïvement qu'il existait des dictionnaires elfiques qui donnaient l'ensemble des renseignements fournis par Tolkien. J'étais très optimiste à l'époque, mais au final, ce jeu de pistes qui consiste à essayer de comprendre comment Tolkien a inventé ces langues et comment il les a enrichies au cours du temps, c'est tout aussi amusant aujourd'hui. Et étant ingénieur, je trouve que cet aspect un petit peu mathématiques, d'invention des langues, de règles de transformation phonologique et grammaticale. Ça a un côté qui m'attire également et à la fois qui laisse rêveur. Tolkien a inventé plusieurs familles de langues. Il a inventé bien sûr la famille des langues elfiques sur laquelle je vais revenir, mais il a également inventé une langue pour les nains, le peuple des nains. Il a inventé une autre famille de langues pour les humains qui sont les alliés des elfes, qui parlent plusieurs dialectes de 2 langues apparentées au premier âge, à l'époque du Silmarillion. Puis ensuite, une de ces 2 langues disparaît, l'autre devient la langue dominante de Númenor, qui est ensuite ramenée en Terre du Milieu par les exilés, qui fondent les royaumes d'Arnor et de Gondor. Et cette langue se créolise en Terre du Milieu avec les parlers locaux qui eux-mêmes ont une origine plus ou moins apparentée, mais beaucoup plus lointaine, et cela donne le parler commun, qui est la langue supposée être parlée par tous les peuples de l'ouest de la Terre du Milieu, c'est-à-dire tous les peuples qui forment le cadre du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Il y a les orques aussi qui parlent une langue à part. Les orques eux-mêmes parlent différentes langues à part, que Tolkien a très peu développées, mais qui forment différents dialectes, plus ou moins apparentés, assez peu compréhensibles l'un avec l'autre, parce que les orques s'intéressent essentiellement à la violence et pas à la beauté des langues, donc chacune parle son dialecte plus ou moins barbare dans son coin, qui n'est pas compréhensible par les orques de la vallée voisine. En ce qui concerne les langues des elfes, Tolkien concevait les elfes comme des êtres pas tout à fait idéaux, mais en tout cas dotés de caractéristiques, de capacités artistiques extrêmement développées. Et pour lui, l'invention des langues était un véritable art. Il le concevait comme tel. Donc les elfes avaient le soin de modeler leur langue selon leurs propres souhaits artistiques. Mais comme les elfes sont dispersés au cours du temps à travers leur longue histoire, leurs langues ont malgré tout divergé. On a eu la langue des hauts elfes, c'est-à-dire les Vanyar et les Noldor, qui sont partis dans les terres immortelles, qui a donné le Quenya. La langue des elfes gris, ceux qui sont restés en Terre du Milieu, le Sindarin, et la langue d'autres elfes de Terre du Milieu, comme la langue des elfes verts, qui a donné la langue des elfes sylvains, celle de Legolas.
et encore d'autres dont on entend encore moins parler. Certaines se sont éteintes quand les peuples ont été détruits ou se sont dispersés, et d'autres ont perduré jusqu'au Troisième Âge, jusqu'à l'époque de la guerre de l'Anneau. Look, magie, enchantement. En Oldorine, luth, sortilège, charme. En fait, Tolkien s'est amusé à plusieurs reprises Luth, à expliquer comment enchanté. telle phrase ou telle expression pourrait se dire dans les différentes langues elfiques. Lúthien, enchanteresse. Les elfes et Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux disent plusieurs fois En Doriatrine, au cours du roman Luthien. « Mon cœur me dit En Quenya, », mais en anglais. Luke, Et à un moment donné, Tolkien a dit, Enchantement. c'est demandé, Luta, comment est-ce qu'un elfe enchanté. pourrait le dire. En Quenya, il dirait « Orenia Quetenin ». En revanche, en Sindarin, ce serait Gurenbed Ene. Et il a mentionné une troisième langue pour montrer le rapport entre le Sindarin et le Quenya. C'est le Telerin, une langue qui n'est pas parlée en Terre du Milieu, mais qui est apparentée au Sindarin tout en étant beaucoup plus conservatrice à l'instar du Quenya. Cela donne Orenia Petenin. Et on peut voir que le Bed Eni, c'est une mutation qui vient de Ped, qui est évidemment apparentée au Pété du Telerin. Tolkien s'est inspiré de plusieurs langues. Pour le Quenya, la langue des Hauts-Elfes, il s'est beaucoup inspiré du latin, du finnois et du grec, selon ses propres termes. Et c'est vrai que toute la grammaire ressemble beaucoup au finnois. Une partie de l'accentuation du Quenya est extrêmement proche du latin. A l'inverse, pour la Sindarin, la langue des elfes gris, il s'est beaucoup inspiré du gallois. Toutefois, il s'est arrangé pour que les deux langues, Sindarin et Quenya, se comportent de telle façon qu'elles puissent avoir une origine commune. Donc ce n'est pas nécessairement directement dans les mots en tant que tels qu'il s'est inspiré de ces langues, mais plutôt sur le fonctionnement de leur grammaire, de leur phonologie, éventuellement même de leur mutation, puisque le gallois est une langue celtique, donc une langue qui a des mutations à l'intérieur du mot, par exemple pour exprimer le pluriel, pas une terminaison comme en français ou en anglais. Le Sindarin se comporte exactement de la même manière. Mais est-ce que par exemple ce vocabulaire peut servir, comme ici dans le salon fantastique, à des gens pour avoir des vraies conversations, ou ça reste quand même un exercice de pensée ? Alors, pour le Sindarin aujourd'hui, c'est certain que ce n'est pas possible parce qu'on n'a tout simplement pas une connaissance suffisante ni du vocabulaire, ni de la grammaire. On peut dire des choses, mais tenir une conversation sera à peu près impossible. Pour les langues encore moins attestées que le Sindarin, par exemple le Telerin, qu'on ne connaît que superficiellement parce que Tolkien s'en est essentiellement utilisé à des fins comparatives pour expliquer l'évolution de ces langues, ce serait encore plus difficile. Le Quenya, c'est une bonne question. Il y a des choses qu'on peut dire sans aucune difficulté, que ce soit en Quenya des années 20 ou que ce soit en Quenya des années 60. Il y a des choses qu'on ne sait absolument pas dire, à moins de les réinventer et de faire des néologismes. Par exemple, on ne peut pas dire merci. Malheureusement, Tolkien, en tout cas dans les textes qui sont déjà publiés, ne nous a pas dit comment est-ce que les elfes étaient supposés exprimer un remerciement ou remercier quelqu'un avec le verbe. Donc là, on serait obligé d'utiliser un néologisme. Ensuite, si on voulait tenir une conversation, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait dire, à condition d'admettre que tel mot de vocabulaire attesté dans les années 30 est toujours valable dans les années 60. À cette condition, oui, on peut dire pas mal de choses parce qu'il y a plus de 10 000 mots de vocabulaire quenya qui sont connus. Tolkien a modifié l'étymologie de Lúthien de la façon suivante. Doriatrine, Luth, noldorisé en Lúthien. Mot archaïque, Lúthtienne. Isabelle Pantin, on va revenir sur son histoire d'amour qui transparaît à travers certains de ses écrits. À l'origine, donc, c'est tout jeune, donc orphelin, encore au lycée à Birmingham, donc il habite dans une espèce de pension de famille, où habite aussi une jeune fille, Edith Bratt, qui est orpheline, qui est pianiste. Et après quelques années de connaissance, donc l'histoire devient une véritable histoire d'amour. Et cet amour est contrarié parce que Tolkien est mineur, il a un tuteur,
qui enjoint à son pupille de ne plus avoir de contact avec la jeune fille jusqu'à sa majorité, ce qu'il fait, mais le jour même de sa majorité, alors qu'il est étudiant à Oxford, il écrit une lettre pour la demander en mariage. Malheureusement, elle s'est fiancée de son côté, ça ne l'arrête pas, donc il prend rendez-vous, la rencontre, la persuade, et elle rompt ses fiançailles, et ils se marieront donc très peu de temps avant plutôt que Tolkien ne parte pour le front. Et cette histoire fondamentale, réduite à quelques éléments, surtout de nature poétique, notamment des visions comme la rencontre dans la clairière, vont se retrouver dans le légendaire. Le plus beau développement de cette histoire, c'est dans l'histoire de Luthien, l'elfe, qui va être aimé par un homme. Alors c'est une très belle histoire d'amour qui a donné lieu à plusieurs récits en prose et un très beau poème que devraient lire tous ceux qui reprochent à Tolkien de ne pas s'intéresser aux femmes et de les regarder de loin, d'un regard tout à fait patriarcal, ce qui peut être explicable à certains égards, mais dans cette histoire, c'est justement tout le contraire qui apparaît. Et parce que Luthien, cette jeune fille elfe qui abandonne sa famille, qui se lance dans de grandes aventures, qui mène toutes sortes d'exploits donc pour récupérer les joyaux magiques qui ont été capturés par une créature ténébreuse, est un personnage extraordinaire, un peu magicienne, très énergique toujours, et même si le personnage de Beren est aussi un très, très, très beau personnage, c'est elle qui mène le conte. Isabelle Pantin, il a éprouvé le besoin de faire graver Luthien sur la tombe de sa femme, précisément. Oui, il a tenu donc à rappeler sur la pierre tombale de son épouse, donc qui est morte quelques années avant lui-même, cette fidélité, cette idée que le souvenir était toujours vivant de cette vie d'amour. Si Tolkien a ainsi réussi, sur la tombe de sa femme, à faire franchir à sa création les frontières de la mort, avec cette inscription de sa légende gravée dans le monde réel, la mort elle-même s'est invitée dans sa fiction. On a des territoires qui sont totalement rasés et sans aucune végétation. Ces territoires, ils sont facilement identifiés, puisqu'il s'agit d'une part des désolations des dragons, dont le plus célèbre territoire est le territoire de Smaug, le dragon, dans le roman Le Hobbit. C'est un territoire que le dragon dévaste autour de sa tanière. On a aussi ce qu'on appelle les terres brunes. Et puis, on a les marécages, qu'on appelle le marais des morts, qui là est l'aboutissement finalement du marécage dévoreur de vie. C'est vraiment un non-lieu, un lieu de désespoir, où il n'y a pas de chemin, où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir sans guide. C'est presque une allusion directe à ce que Tolkien a pu connaître pendant la Première Guerre mondiale, au travers de cette zone qui se trouvait entre les tranchées, qu'on appelait le No Man's Land, c'est-à-dire un territoire parsemé de trous d'obus, avec des boues... Des flaques empoisonnées à cause des gaz, à cause des cadavres pourrissants. Et les marais des morts, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette allusion à travers le temps et la littérature au no man's land des tranchées. La consolation que propose la littérature est pour Tolkien une manière d'affronter la question de la mortalité humaine. L'une des réflexions qui traversent son légendaire et le Seigneur des Anneaux est la manière dont les personnages doivent accepter de mourir. Ils doivent accepter de mourir, mais ils sont libres de choisir ce qu'ils font avant de mourir. Qu'ils vivent une centaine d'années comme les Hobbits, plus comme Aragorn, beaucoup plus comme les Ents ou les elfes qui sont presque immortels, en tout cas qui disparaîtront en même temps que le monde. Chacun doit se poser la question de savoir ce qu'il va faire avant de mourir. Et c'est une des plus belles scènes de dialogue dans le chapitre 2 du Seigneur des Anneaux, entre Gandalf et Frodo, que de savoir ce que va faire ce petit hobbit à qui échoua un anneau dont on comprend que c'est un objet central et un objet de pouvoir et de destruction dans le récit. Le jeune hobbit a le choix entre attendre
au sein du comté que les cavaliers noirs, les émissaires du Seigneur des Anneaux viennent chercher l'anneau et le tuent, ou bien tenter quelque chose, faire un pari. Et de ce point de vue, le Seigneur des Anneaux est aussi un livre qui est une exhortation au courage. Chacun à son échelle, les personnages du Seigneur des Anneaux, des hommes, un elfe, un nain, des hobbits, vont jouer un rôle dans la limite de leur pouvoir. Et il est certain, Tolkien est très clair à ce sujet, que les personnages les plus intéressants ne sont pas les personnages les plus courageux, les plus héroïques et les plus formatés pour l'aventure chevaleresque. Parmi les manières très subtiles dont Tolkien réécrit et modifie l'héritage médiéval, il y a son traitement du personnage chevaleresque. Aragorn, Boromir sont des sortes de prototypes du chevalier. Et en même temps, l'histoire d'amour qui est fondatrice dans les romances médiévaux est reléguée dans les appendices. Parce que ça n'est pas le héros chevaleresque et amoureux qui intéresse le plus l'auteur du Seigneur des Anneaux, c'est la manière dont un personnage médiocre, moyen, un hobbit, va accomplir des actes héroïques. Et ce personnage, en fait, ils sont 4. Frodo qui porte l'anneau, Sam, son compagnon, et 2 cousins qui jouent aussi un rôle à leur échelle, Merry et Pippin. Et chacun des personnages va à un moment donné décider soit d'agir, soit de se cacher de peur, et petit à petit ils vont tous devenir héroïques, mais à l'échelle d'un homme. C'est une des raisons pour lesquelles Le Seigneur des Anneaux a souvent été cité comme livres qui ont changé la vie de nombreux lecteurs, parce que c'est un livre qui contient beaucoup de leçons pour la vie, pour ses difficultés. Et c'est aussi une raison pour laquelle il peut fasciner à 15 ans, certainement, mais les lecteurs de Tolkien, les relecteurs, ont plutôt 30, 40, 50 ans. À cette ultime bataille vinrent Mithrandir, les fils d'Elrond, le roi de Rohan, les seigneurs de Gondor et l'héritier d'Isildur avec les Dúnedain du Nord. Là tout leur courage fut vain. Ils trouvèrent enfin la défaite et la mort. Sauron fut le plus fort. Mais ce jour vit aussi se vérifier les paroles de Mithrandir, et l'aide vint des mains des faibles quand les sages eurent fait défaut. Car, et de nombreux chants l'ont depuis célébré, ce furent les Périanath, le petit peuple, ceux qui vivaient dans les prés sur les collines, qui, en fin de compte, les délivrèrent du mal. Le Silmarillion. Contrairement à son ami C.S. Lewis, qui lui laissait apparaître clairement dans ses écrits un discours chrétien, Tolkien, lui, peut être lu dans sa dimension philosophique ou théologique. Michael Deveau. La meilleure formule qui permet de comprendre le rapport de Tolkien au christianisme, on va dire, on la trouve dans une lettre quand il dit finalement les légendes, il faut qu'elles restent compatibles avec un esprit qui croit en la Sainte Trinité. Donc c'est l'idée de compatibilité, mais pas l'idée d'enfermer dans une seule lecture. C'est une posture qui est d'une certaine façon littéraire. C'est-à-dire que on peut y voir d'une certaine façon ce que l'on veut, et si jamais on a la culture chrétienne, catholique, eh bien on va pouvoir se sentir, si je puis dire, à l'aise et retrouver un certain nombre de choses, ou trouver que ça consonne, mais en même temps, si on a une autre culture, ou si jamais on n'a pas cette culture chrétienne, eh bien on va pouvoir passer à côté des petites évocations. Il y a des dates symboliques, par exemple, qui vont être prises le 25 mars, le 25 décembre, l'Annonciation, Noël, qui apparaissent ici ou là, mais il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de codage, on va dire, et donc de décodage de l'autre côté qui s'imposerait. C'est ce qui lui paraissait justement être quasiment condamnable dans le monde arthurien, c'est-à-dire que c'était lié avec le monde chrétien de façon trop explicite. Si jamais on se penche sur effectivement le récit de la création, par exemple, ces anges sont très intéressants puisqu'ils sont présentés d'abord comme étant des dieux. Et Tolkien, dans les premières versions, met un D majuscule, donc on a l'impression d'être dans une mythologie, antique, etc., un polythéisme. Et puis, en même temps, au fur et à mesure du temps, ils vont perdre la majuscule, ça va devenir des dieux avec un D minuscule. Et puis, après, dans les lettres, il va dire, à l'intérieur de ce monde-là, on les considère comme étant des dieux, mais il faut les penser sur le modèle angélique. Et il y a cette formule un peu étonnante pour nous, dans une lettre où il parle de Dieu
angélique. Donc en fait, Gandalf, par exemple, est conçu sur le modèle de l'ange gardien. Hein. On a des choses comme ça. On a cette évolution, ce passage entre des premières versions finalement du récit de la création et des légendes de façon générale qui sont plutôt tournées vers la matière du Nord, puisque c'est en fait ce que Tolkien étudie, il est encore à la sortie de ses études à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure où il va avancer en âge, au fur et à mesure où il va être... même à la retraite, eh bien, c'est le côté chrétien qui va l'emporter. Mais toujours avec cette idée de compatibilité, mais pas de surdétermination, puisque ça ne laisserait pas la liberté au lecteur de recevoir le texte dans sa magie propre. Et vous, Michael Deveau, dans la dimension philosophique de son œuvre, est-ce que vous y voyez comme thématique centrale, par exemple, l'espoir, ou bien c'est plutôt cette idée de la mort ? Si jamais on croit Tolkien, je pense qu'il faut dire que c'est la mort, puisque le thème central du Seigneur des Anneaux, ça il l'a écrit, c'est la mort, c'est pas le pouvoir, contrairement à ce qu'on peut penser en première lecture. Ce que Tolkien a voulu approfondir, c'est la question de la mort. Alors, évidemment, si jamais on pose que c'est la question de la mort, il y a la question de l'après, vu tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir de l'espoir ? Bien entendu, il faut un espoir chez Tolkien. C'est un motif qui est très présent. D'ailleurs, Aragorn, dans Le Seigneur des Anneaux, a pour nom en elfique Estel, qui veut dire espoir ou espérance. Il y a des querelles interprétatives pour savoir si jamais il faut dire simplement espoir ou s'il faut aller jusqu'à la vertu théologale de l'espérance envers et contre tout. Toute la question là, je pense que pour la régler, moi c'est ma position, c'est qu'il faut se souvenir justement de ce qu'est l'enchantement de ce monde et son rapport au christianisme. C'est-à-dire que la toute fin du Silmarillion eût été un discours justement sur la question de la mort dans des annexes. Hein. Il y avait donc un dialogue où on conversait de la mort des hommes, de la mort des elfes, et puis l'espoir qui était annoncé aux hommes, et l'absence d'espoir qui était annoncée aux autres, c'est-à-dire les elfes. Les elfes sont éternels, mais ils sont éternels tant que le monde dure. Quand on arrivera à l'Apocalypse, eh bien, on ne sait pas ce qu'il advient d'eux. Quand ils meurent, ils peuvent se réincarner, alors que quand les hommes meurent, eh bien, ma foi, c'en est fini d'eux, mais un espoir leur est annoncé. Donc c'est la mort, évidemment, qui est le thème central. Mais au-delà de la mort, il y a une réflexion dans ces textes qu'on qualifie de philosophiques ou de théologiques de Tolkien, qu'il écrivait à la fin de sa vie, qui revient sur la question de l'espoir. Il a su garder, par rapport au mythe et par rapport à la langue, une approche qui, tout en étant extrêmement savante d'un certain côté, restait sur le mode intuitif et poétique. Dans son œuvre, il a, alors non seulement, pas tellement dans Le Seigneur des Anneaux, mais beaucoup plus dans ces légendes de l'histoire réunies dans l'histoire de la Terre du Milieu, beaucoup de personnages de rêveurs qui, à travers leurs rêves, arrivent à se relier à une histoire très ancienne. L'une des difficultés qu'a dû affronter Tolkien, surtout à la fin de sa vie, quand il s'est dit que c'était pas tout ça d'avoir écrit, mais il avait conduit ces légendes depuis l'origine de l'univers jusqu'à le raccordement avec les temps historiques. C'était pas tout ça, mais il s'agissait comment penser le raccordement entre l'histoire et la légende. Enfin, voilà. Et d'autant plus que tout cela, on ne l'a pas directement, mais à travers un certain nombre de récits qui sont passés entre les mains de narrateurs différents. Et l'une des choses assez fascinantes dans l'œuvre de Tolkien, c'est qu'il n'a pas trouvé la solution définitive, mais laisse au lecteur, au fond, beaucoup de chemins à parcourir et de fils à renouer. C'était Une vie, une œuvre, John Ronald Reuel Tolkien ou La féerie du verbe, avec Vincent Ferré, Damien Bador, Jean-Rodolphe Turlin, Isabelle Pantin et Michael Deveau. Lecture Olivier Claverie, prise de son Stéphane Beaufils, mixage Valérie Lavalard, réalisation Marie-Laure Ciboulet, un documentaire de Lydia Benitzrak.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Tolkien. Commentaires, podcasts, réécoutes, compléments sur franceculture.fr, sur Twitter et sur Facebook. Et puis la semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, vous avez rendez-vous avec Donald Winnicott.